Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire au cours duquel nous allons nous focaliser sur le nouveau millésime d'une gamme de SCPI à succès, la gamme pionnière des SCPI de déficit foncier, je veux parler des Renovalis. Et ce nouveau millésime qui fera l'objet de toutes nos attentions est naturellement la SCPI Renovalis numéro 7. Alors présentons ceux qui vont nous en parler et répondre à vos questions. Jean-François Chory, tout d'abord. Bonjour Jean-François. Bonjour Vincent. Vous êtes le directeur général d'Advenis REM, un directeur général plutôt heureux, si ce que j'entends de vos chiffres de collecte sont justes. Estelle Billy, vous êtes ingénieur patrimonial chez Advenis et nous verrons avec vous les aspects fiscaux ô combien importants attachés à ce produit. Également présent avec nous, Thierry Scheur, directeur commercial et marketing d'AGEAS Patrimoine. Alors Thierry, vous nous offrirez le point de vue du distributeur sur la SCPI Renovalis 7 et vous jouerez également le rôle de modérateur. Bonjour Vincent, en effet, je vais jouer ce double rôle avec plaisir. Vous êtes un homme proté, on le sait. Alors, pour rappel, ce live durera environ une trentaine de minutes. Durant la première partie, nos invités répondront à une première salve de questions que je leur poserai. Vos questions seront quant à elles regroupées afin d'être posées à la fin à nos intervenants. Vos questions, justement, certaines nous sont déjà parvenues, nous en attendons d'autres. Vous pouvez les poser en direct via la boîte à questions qui se trouve à proximité de la vidéo. Alors, Jean-François, à tout seigneur, tout honneur, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots la société Advenis REM ? Donc oui, Advenis REM est une société de gestion de FIA immobilier qui a deux spécificités. La SCPI ancien, enfin en tout cas un immobilier ancien, puisque nous sommes pionniers dans le développement des SCPI déficit foncier, notamment depuis 2011, puisque nous étions les premiers à sortir cette typologie de produits avec cet aspect fiscal. Et puis une autre branche d'activité, les SCPI de bureau, et notamment les SCPI d'immobilier commercial, notamment avec des SCPI qui investissent en Allemagne via Eurovalis et en Europe du Sud via Elialis. Voilà. Donc deux grands métiers, immobilier ancien et immobilier de bureau. Alors justement, vous l'avez indiqué, je l'ai dit moi-même, vous avez été pionnier en matière d'immobilier ancien. Est-ce que vous pouvez détailler un peu votre expérience dans ce domaine ? Alors le groupe Advenis, puisque Advenis REM est filiale du groupe Advenis, travaille sur l'immobilier ancien depuis 1998. Je crois qu'on a lancé cette activité de réhabilitation d'immobilier ancien, donc ça fait plus de 20 ans. Et donc nous travaillons sur, aujourd'hui, de mémoire, ça doit faire 300 opérations immobilières, plus de 3000 lots vendus sur à peu près toutes les grandes villes de France. Et nous avons ce savoir-faire de réhabiliter des immeubles anciens, donc des immeubles avec une architecture particulière, avec un cachet historique. Et donc nous avons développé au fur et à mesure des années toutes des opérations qui sont de réhabilitation, donc en déficit foncier, en Malraux, monuments historiques. Et nous avons décliné à partir de 2011 ce savoir-faire sur des SCPI pour deux raisons. D'une part, la vulgarisation du produit, ou en tout cas, vulgarisation, j'aime pas bien ce mot, mais en tout cas la partie démocratisation, puisque ça permettait de faire acquérir des parts de SCPI et de déficit foncier, de monuments historiques et de Malraux, avec des avantages identiques, mais avec des montants d'investissement moins importants. Donc on est arrivé sur aujourd'hui une moyenne d'investissement de 30 000, 40 000 euros, alors que sur de l'immobilier direct, on est plutôt à 400 000 euros. Donc on voit bien l'écart et on travaille plus sur du sur-mesure, sur les SCPI déficit foncier. On va s'attacher à travailler sur des revenus fonciers d'une année, sur des revenus globaux. Et donc on arrive à plus travailler le sur-mesure plutôt que de l'immobilier ancien, où là on va travailler sur des volumes un peu plus importants. Sur-mesure aussi, mais sur des thématiques ou des problématiques patrimoniales différentes. Mais quand on parle d'immobilier ancien chez vous, on parle avant tout de SCPI fiscal. On parle de SCPI fiscal, oui, tout à fait, déficit foncier, essentiellement, puisqu'on a fait deux SCPI Malraux, une SCPI monument historique, mais c'est depuis 6 ans maintenant, et notamment maintenant la 7e année, puisque c'est Renovalis numéro 7. Je vous reprends parce que c'est important, le numéro 7, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Et donc, par rapport à ça, on a une expertise assez longue maintenant sur la réhabilitation en immobilier ancien et notamment en déficit foncier. Alors justement, puisque vous me fournissez la transition, Jean-François, est-ce que vous pouvez nous détailler les particularités de la SCPI Renovalis numéro 7 ?
Donc la SCPI numéro 7, Renovalis numéro 7, va investir dans des villes de grandes, enfin les grandes métropoles. Ça fait partie de la stratégie de la société de gestion aujourd'hui, aussi bien sur les SCPI d'entreprise que sur les SCPI déficit foncier. On va s'attacher à plutôt travailler sur, je vais les citer, Lyon, Nice, Marseille, Paris intramuros aussi, puisque nos 2 anciens millésimes ont un immeuble à Paris, avenue Malakoff, dans le 16e, qui va voir l'émergence de ce nouveau rond-point, enfin qui ne sera plus un rond-point porte-maillot. Donc voilà, un très très bel emplacement, et je pense que nos associés sont ravis de cet investissement, avec les valorisations qui ont déjà eu lieu et les valorisations futures. Donc on s'attache à travailler sur des immeubles qui ont un cachet historique, qui ont des particularités spécifiques en termes d'immobilier de réhabilitation et qui ont un emplacement important, et en tout cas dans des grandes villes d'un point de vue économique, puisque on le voit bien aujourd'hui et depuis de nombreuses années, on a de moins en moins de problématiques locatives sur ces grandes villes. Il y a une attractivité très forte et aussi une valorisation qui commence à se voir dans nos différents millésimes. Mais ça s'inscrit dans la stratégie déjà déployée. Oui. Il n'y a pas de nouveauté là particulière. Non, il n'y a pas de nouveauté, puisque ça fonctionne bien. Donc il n'y a aucune raison de changer cette politique d'investissement sur des grandes métropoles régionales. Mais est-ce qu'il y a des nouveautés tout de même concernant la SCPI Renovalis numéro 7 ? Alors la seule nouveauté, mais on ne peut pas considérer que c'est une nouveauté, c'est qu'on a réduit, ce qui est assez rare, mais on sait bien de le citer, on a réduit les frais de commercialisation. Sur les anciens millésimes, on était à 12,6 et aujourd'hui on est passé à 11%. Donc on a réduit les frais de commercialisation pour le rendre plus compétitif, enfin pour la rendre plus compétitive, et ça permet effectivement aux souscripteurs de payer un petit peu moins de frais à l'entrée, ce qui est plutôt une bonne chose. Sinon, c'est 5 000 euros la part, pardon, c'est 2 parts minimum à l'introduction, c'est effectivement une durée d'investissement qui est identique puisqu'on est sur 16 ans plus 2 années. Donc on a gardé les mêmes caractéristiques de nos autres millésimes. Et le point important aussi, je pense à rappeler, c'est qu'on investit sur une seule année. Ce qui nous concerne, c'est 2 exercices, c'est-à-dire qu'on va collecter sur 2019 et sur 2020. Mais que les investissements de 2019 vont servir uniquement les associés de 2019. On sépare en fait fiscalement et comptablement les 2 exercices. Et donc l'intégralité de la réduction d'impôt, mais Estelle en parlera peut-être un petit peu mieux que moi, va impacter uniquement les investisseurs qui se positionneront avant la fin d'année 2019. Voilà. Et pour l'année prochaine, ça sera un autre exercice fiscal. Alors parlons justement du volet fiscal et je me tourne vers vous. Estelle, est-ce que vous pouvez nous décrire déjà le mécanisme du déficit foncier ? Oui, bien sûr. Alors, pour comprendre le déficit foncier, il faut déjà comprendre le mécanisme d'imposition des revenus fonciers. Comment ça se passe? On a d'un côté des gains, ce sont les loyers, et puis d'un autre côté des charges qui vont venir en déduction. Donc les charges, c'est les taxes foncières, charges de gestion, intérêts d'emprunt, travaux d'entretien, etc. Et la différence entre ces gains et ces charges va déterminer le bénéfice foncier imposable. Et ce bénéfice foncier va supporter à la fois l'impôt sur le revenu, donc à la tranche marginale d'imposition, donc qui peut être très élevée sur nos clients, 30, 41, voire 45%. Et à cela va s'ajouter les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc on va arriver à des taux d'imposition extrêmement lourds sur les revenus fonciers qui vont aller jusqu'à plus de 62% d'imposition. Donc on est vraiment sur un mécanisme d'imposition des revenus fonciers qui est extrêmement lourd et pénalisant, d'autant plus si on considère que certains de nos clients investisseurs achètent de l'immobilier à crédit et donc vont se retrouver avec un bénéfice foncier imposable vis-à-vis du fisc, mais en trésorerie, ce bénéfice foncier en réalité n'existe pas puisqu'il sert à rembourser de la dette. Donc on a parfois des soucis de trésorerie au niveau des investisseurs, c'est important de le rappeler. Zéro de trésorerie, mais quand même un bénéfice foncier taxable jusqu'à 62%. Donc quand on comprend ça, on comprend bien l'intérêt de venir rajouter et l'intérêt d'aller chercher de la charge déductible. Et c'est ça le mécanisme du déficit foncier, c'est d'aller chercher de la charge déductible pour neutraliser les revenus fonciers. Donc l'objectif de la SCPI Renovalis 7, c'est ça, j'achète des immeubles, je les réhabilite, ces travaux de réhabilitation sont intégralement déductibles des revenus fonciers de l'investisseur. Et Jean-François le disait, l'intérêt de la SCPI Renovalis 7, c'est justement de pouvoir faire du sur-mesure fiscal. C'est-à-dire que 100% de la quote-part de travaux affectés à l'acquisition de parts de SCPI va être déductible de l'exercice 2019. Il n'y a pas ce phénomène d'étalement qu'on peut retrouver parfois. Donc ça veut dire que l'investisseur qui veut faire du one-shot, c'est-à-dire
réduire sa fiscalité uniquement sur l'année 2019, c'est possible. Il va falloir calibrer le montant de son investissement sur mesure. Mais on peut aussi faire du sur-mesure dans l'autre sens, en créant ce qu'on appelle du déficit foncier reportable. Donc, c'est-à-dire que je vais aller chercher un montant de souscription plus importante, créer un peu plus de travaux déductibles, engranger du déficit reportable et ainsi pouvoir piloter ma fiscalité des revenus fonciers sur plusieurs exercices. Et ça, je peux aller jusqu'à 10 années. Alors, pour que je comprenne bien, un investisseur sans revenu foncier est également concerné? Oui, il peut être concerné. Alors, il va falloir bien calibrer le montant de son investissement. Et pour comprendre ça, il faut comprendre le mécanisme du déficit foncier reportable. Si je fais plus de travaux que je n'ai de bénéfices fonciers en 2019. Je vais donc dégager un déficit. Et là, la loi, quand j'ai du déficit foncier, elle me dit que je prends 10 700 € de ce déficit et je l'impute directement en 2019 sur mon revenu global, donc sur mes salaires, mes revenus professionnels ou autres. Et donc, j'ai un gain fiscal supplémentaire lié à ces 10 700 €. Donc oui, un investisseur qui n'a pas de revenus fonciers positifs peut tout à fait souscrire à de la SCPI Rénovalis numéro 7, engranger un déficit foncier à hauteur de 10 700 € et ainsi économiser de l'impôt sur le revenu. Et c'est d'autant plus intéressant pour ces investisseurs qui sont déjà au taquet du plafonnement global des niches fiscales, puisqu'on est plafonné à 10 000 € et ça va assez vite. Il suffit d'avoir une nounou, une femme de ménage, un investissement Pinel ou cellier en cours, et j'arrive aux 10 000 €. Le client qui veut aller au-delà de ces 10 000 €, il va pouvoir souscrire à de la SCPI Rénovalis numéro 7, déficit foncier, puisqu'on est en dehors de tout plafonnement. Alors, c'est une question un peu complexe. Je pense que c'est mieux de l'illustrer. Vous nous avez amené des exemples. Donc, il y a une slide qui va apparaître à l'écran. Alors, reprenons l'exemple pour un investisseur privé sans revenu foncier. Alors, un investisseur sans revenu foncier, il va faire par exemple une souscription de 25 000 €. Ça va lui dégager un déficit foncier de 10 700 € qui vont venir réduire son revenu global. S'il est taxé à tranche marginale de 45%, il va économiser 45% de 10 700 € d'impôt, soit 4 815 € au titre de 2019. Alors maintenant, un exemple avec quelqu'un qui a 10 000 € de revenus fonciers. Alors lui, il va faire une souscription un petit peu plus importante dans l'exemple que l'on a choisi. Donc, il est taxé à une tranche marginale d'imposition de 45%. Il va acquérir des parts de SCPI déficit foncier et sa quote-part de travaux déductibles sera de 50 000 € dans l'exemple choisi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ces 50 000 € vont être intégralement déductibles de l'exercice 2019 puisqu'il souscrit cette année. Donc, au titre de 2019, il va économiser, il va gommer, neutraliser complètement ses revenus fonciers, ses 10 000 €. On est en déficit, donc on va pouvoir utiliser la poche des 10 700 €. Donc, au niveau de l'impôt sur le revenu, il va déjà économiser 45% de 20 700 € revenus gommés, soit 9 315 € d'économie d'impôt sur le revenu au titre de 2019. À cela va s'ajouter une économie d'impôt sur les prélèvements sociaux, toujours au titre de 2019, 10 000 € de revenus fonciers normalement taxés aux prélèvements sociaux, on économise 1 720 € d'impôt. Donc en 2019, j'ai économisé déjà 11 035 €. Et comme j'avais 50 000 € de travaux déductibles, j'ai encore un déficit en stock qui, lui, va se reporter sur les exercices futurs. En l'occurrence, 29 300 €. Donc je vais avoir quasiment 3 exercices supplémentaires où mes revenus fonciers vont être complètement neutralisés. Et donc ça va me permettre d'économiser la TMI de 45% et mes prélèvements sociaux à 17,2. Donc en tout, 18 225 € d'impôt sur les prochains exercices. Donc je vais avoir une économie d'impôt totale pour 50 000 € de travaux déductibles de 29 260 € dans mon cas présent, étalé sur 4 ans. 2019, 2020, 2021, 2022. Donc on voit tout l'intérêt de ce type de SCPI. Alors parmi les questions qui nous ont été remontées préalablement par les internautes, il y en a qui concernent le prélèvement à la source, puisque ça a bouleversé la donne fiscale. Et donc, je vous soumets cette question. Compte tenu du prélèvement à la source et de ses impacts sur les revenus passés, quelle sera la fiscalité appliquée pour les investisseurs de 2019 ?
Alors, l'intérêt de la SCPI Renovalis 7, c'est que les acquisitions vont avoir lieu en 2019. Nous ne sommes donc pas impactés par cette fameuse mesure de plafonnement des travaux déductibles en 2019. Donc, les travaux dégagés par la SCPI Renovalis 7 sont bien 100% déductibles au titre de l'exercice 2019, ce qui n'est pas le cas des acquisitions qui auraient eu lieu les années précédentes chez nos clients. Autre question, comment ne pas perdre les 50% de mes déficits fonciers antérieurs ou mes travaux décaissés en 2019? Alors, c'est pas tout à fait comme ça que je Vous pouvez reformuler. poserai la question. En réalité, voilà, les travaux dégagés sur les exercices précédents donc, doivent être soumis à cette fameuse moyenne des 150% 2018-2019. Donc, si j'ai acquis des immeubles au titre des exercices précédents, je suis impactée par cette moyenne. Et donc, les travaux que j'ai réalisés en 2019 ne seront déductibles qu'à 50%. Et l'intérêt de la SCPI Renovalis 7, c'est donc de venir compenser cette perte-là. Très bien. Alors, Jean-François, une petite question tout de même. Vous l'avez dit, on l'a répété, vous étiez les premiers à lancer une SCPI déficit foncier en 2011. Comment évoluent vos anciens millésimes ? Plutôt très bien par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Je reviendrai juste sur la fiscalité. On est dans une période là, on est début novembre. Donc forcément, tous les conseillers en gestion de patrimoine, tous les banquiers, toutes les personnes qui font du conseil auprès de leurs clients vont approcher ces clients pour leur proposer effectivement des solutions patrimoniales et pourquoi pas d'optimisation fiscale. Et donc c'est vrai que quand on écoute effectivement Estelle sur la partie réduction d'impôts et sur la partie déduction sur les revenus globaux à hauteur de 10 700, voilà, je crois qu'il y a des produits qui vont se lancer dans le marché, qui vont aller chercher la réduction sur les revenus globaux des investisseurs pour leur retraite. C'est un vrai complément en fait pour aller chercher un peu plus de déduction avant la fin de l'année. Et de l'autre côté, sur les réductions d'impôts, comme l'a dit Estelle, on peut aller chercher des réductions d'impôts liées à l'investissement au titre de l'année 2019 et donc déplafonner les niches fiscales. Donc on voit bien que les SCPI Renovalis 7, elles s'inscrivent complètement dans une logique patrimoniale de diversification, d'aller chercher une diversification patrimoniale avec des sous-jacents différents, puisque les investissements seront différents dans les systèmes de retraite ou dans les SCPI, bien entendu. Et de l'autre côté, d'aller chercher aussi une optimisation fiscale sur les contribuables qui, heureusement, payent de l'impôt. Alors, je vous remercie pour cette mise au point, mais vous n'avez pas répondu à ma première question, qui était comment évoluent vos anciens millésimes? Alors, très bien, comme je vous disais, pourquoi? Parce que sur les CPI de déficit foncier, on a investi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les grandes métropoles régionales. On voit que depuis maintenant 3-4 ans d'affilée, on a des progressions en termes de prix de l'immobilier, que ce soit à Lyon, on a des actifs à Lyon, que ce soit à Bordeaux, on a des actifs à Bordeaux, que ce soit à Marseille, ou sur le Vieux-Port, où effectivement Marseille avait quelques temps de retard, mais aujourd'hui est en train de reprogresser en termes de valorisation immobilière. Paris, j'en parle pas, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc l'année dernière et déjà l'exercice précédent, on a des réévaluations en fait de notre parc immobilier en termes de valorisation de parts. Je pense que cette année, voilà, j'ai pas encore d'infos de nos chers évaluateurs, mais j'ai peu de doutes sur le fait qu'on ait de nouveau une valorisation de par la qualité de notre patrimoine. Donc voilà, donc ça se passe plutôt très bien sur la relation avec nos associés sur ces millésimes. Alors justement, comment seront traitées les plus-values immobilières ? Je vais peut-être laisser Estelle en parler. Parce que... Oui, alors c'est la plus-value immobilière tout à fait classique des particuliers. Comme on va être sur une durée de détention assez longue, on va être sur 16 plus 18 ans. Aujourd'hui, alors on ne connaît pas encore la fiscalité des plus-values dans 16 à 18 ans. En tout cas, si on regarde la fiscalité aujourd'hui des plus-values, on voit que sur des durées aussi longues, la SCPI Renovalis 7 permet largement d'optimiser cette fiscalité du fait du jeu des abattements pour durée de détention. Quelle est la durée d'investissement recommandée ? Alors la durée d'investissement, c'est la durée en fait de la SCPI, c'est-à-dire 16 ans, dans le sens où c'est une SCPI à capital fixe, on a 2 ans de collecte.
2019-2020 et ensuite elle est fermée. Ce qui veut dire qu'on a très peu de marché secondaire, ou en tout cas on n'a pas de liquidité au niveau de la sortie. Et donc il faut trouver un acheteur en face d'un vendeur pour se permettre de sortir de la SCPI déficit foncier. Donc on recommande effectivement de tenir les parts pendant 16 ans. L'intérêt, c'est que derrière, on a effectivement une exonération de plus-value. De mémoire, c'est 66% aujourd'hui, donc ça nous permet d'avoir une exonération de plus-value assez importante. Thierry. Alors en tant que modérateur, il y a une question qui nous arrive ici, qui est tout à fait en liaison avec ce que dit Jean-François à l'instant. Pourquoi la durée de détention est-elle aussi longue, 16 ans plus 2 ans, soit 18 ans? Alors, pourquoi Parce qu'on n'oublie pas qu'on est dans un cycle immobilier, enfin, en tout cas dans un sous-jacent immobilier. On travaille là sur des immeubles très spécifiques avec déjà 2 à 3 ans de réhabilitation si on prend les 2 années de collecte. Donc avant d'avoir les premiers revenus, on est sur à peu près le 3e exercice, voire le 4e, en fonction effectivement des montants des travaux qui sont générés. Donc de toute manière, ça, plus la déduction du déficit foncier, la teneur sur les derniers revenus globaux qui fait qu'on a 3 ans d'obligation de détention des parts, ça c'est la réalité fiscale, c'est-à-dire qu'on doit détenir au moins 3 ans après le dernier exercice de déduction sur les revenus globaux. Donc on est sur 7-8 ans. Bon, ça c'est ce qui veut dire qu'on aurait pu effectivement faire une SCPI plus courte. Mais clairement, on est sur des opérations qui sont longues, on est sur un cycle immobilier, enfin on estime nous le cycle immobilier plutôt de 15 ans plutôt que de 5 ans. Et donc on est parti sur des opérations et en tout cas sur des SCPI qui sont longues pour respecter les cycles immobiliers et pour ne pas être dépendant ou en tout cas subir des variations de prix immobiliers pendant une quinzaine d'années. Autre question sur le sujet? Il y en a d'autres, mais qui ne sont pas forcément en liaison avec ce qui vient d'être dit, mais je les stocke conserve, exactement. tout à l'heure. Il y a une question aussi qui revient souvent, c'est, puisque vous parlez généralement, lorsque vous traitez la présentation de la Rénovalis numéro 7, d'un objectif de déduction de 43%. Comment le déterminez-vous, cet objectif ? Alors ça c'est très simple, c'est un parti pris de la société de gestion à l'origine, c'est qu'on n'a pas voulu faire un montant de travaux trop important, déductible. Pour une simple raison, c'est que quand vous enlevez effectivement un montant de travaux de 60-65% par exemple, 70%, il vous reste qu'une poche de 30 ou 35% de déficit de foncier à acheter, quand on tient compte d'une base 100. Si vous faites ça, vous vous enlevez toutes les grandes métropoles françaises. Vous ne pouvez plus acheter à Paris, bien entendu, vous ne pouvez plus acheter à Lyon, vous ne pouvez plus acheter à Bordeaux, vous ne pouvez plus acheter à Strasbourg, vous enlevez toutes les grandes villes. Et donc, ce n'est pas ce qu'on a voulu faire avec le déficit foncier. À l'inverse, on veut investir dans des grandes métropoles. Donc, on a voulu, avec ce 50%, grosso modo, c'est 50-50, je vais revenir sur le chiffre de 43, mais quand on achète un immeuble, on vise 50% de foncier, 50% de travaux. Et ça, on arrive à le trouver dans les grandes métropoles. Après, c'est une moyenne. C'est-à-dire que l'immeuble de Paris-Malakoff, avenue Malakoff, dont j'ai parlé tout à l'heure dans le 16e, bien entendu, le ratio, il n'était pas de 50-50. Il était moins que ça, c'est-à-dire qu'on n'avait que 40% de travaux. Mais à l'inverse, on a acheté d'autres actifs avec des pourcentages de travaux un peu supérieurs à 50% et on a réussi à avoir cette moyenne de 50%. Donc notre objectif, c'est, pour faire simple, pour les investisseurs et en tout cas pour les conseillers, c'est de dire aujourd'hui pour 10 000 investis, c'est 43% de déductible, soit sur les revenus globaux, soit sur les revenus fonciers. D'où vient ce 43 ? C'est qu'effectivement, entre le 100% investi, on a une prime d'émission de 14%. Et donc, quand vous enlevez la prime de 14%, il nous reste effectivement 43% de déductible, puisque le ratio de 50-50 n'est plus le même, étant donné qu'on n'investit pas 100, mais on investit 86. Voilà. Donc, le 43, c'est ça. Donc, pour faire simple, un client qui achète pour 10 000, il a 4 300 de déductible. Alors, vous avez répondu à la question de la durée d'investissement recommandée. Elle est longue, puisqu'on est sur un cycle long, c'est de l'immobilier. Mais comment s'organise la revente des parts en cours de vie du produit ? Alors, on a un marché secondaire. Sur le site Advenis REIM, vous avez en fait une page qui est liée effectivement au marché secondaire. Donc, les associés qui veulent céder leurs parts ont accès à des documents. Ils vont pouvoir effectivement les remplir, les envoyer à la société de gestion. Et nous, tout notre travail, c'est de recouper tous les mois et de regarder quels sont les acheteurs potentiels en face. Donc, à ce jour, on n'a aucune part à la revente sur l'intégralité de nos SCPI. C'est déjà arrivé, mais on a trouvé des acheteurs en face. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a une négociation entre deux parties, entre un acheteur qui veut absolument vendre, pour X ou Y raison, la plupart du temps, c'est lié à des successions. Et de l'autre côté, un acheteur qui, lui, va faire une belle affaire. Pourquoi ? Parce qu'il va acheter des parts des côtés et avec un patrimoine qui a plutôt tendance à augmenter en face. Donc aujourd'hui, on n'a pas de problème en fait pour trouver. Alors je dirais pas que c'est très liquide, hein, parce qu'on est sur des petits montants à chaque fois. Donc la liquidité, on va dire, n'existe pas ou très peu. Mais par contre, à ce jour, à chaque fois qu'il y a eu des vendeurs, on a trouvé des acheteurs potentiels en face. Donc vous organisez le marché secondaire ? On l'organise.
Et au terme de la durée de placement, ça se passe comment? Et au terme des 16 ans, il y a une assemblée générale extraordinaire avec tous les associés qui vont voter en fait la liquidation. Donc l'objectif, c'est de liquider le portefeuille. Liquider le portefeuille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va le vendre à la découpe. Ça, c'est très important. Et je reviens sur la sélection de nos immeubles. Aujourd'hui, revendre un immeuble à Lyon, rue de la République. On a pour les Lyonnais, on a acheté les 3 étages qui sont au-dessus de la Banque de France. À Lille, on a acheté des lots qui sont aussi l'ancienne Banque de France de Lille, rue Royale. À Paris, on est avenue Malakoff, comme je le disais. À Marseille, on est sur le Vieux-Port. À Bordeaux, on est quartier Saint-Genès. À Strasbourg, on est sur la Petite France, rue des Dentelles. Voilà, c'est quelques exemples d'opérations que je peux vous citer. Clairement, ces opérations-là, on va les revendre pas à des investisseurs. On va les revendre à des gens qui vont en faire leur résidence principale. Pourquoi? Parce qu'on aura une valorisation qui sera plus importante. Donc nous, notre but, c'est une fois qu'on a décidé, et donc là, pour le coup, c'est les associés à l'Assemblée Générale Extraordinaire, à la majorité qui vont décider de la liquidation. Le jour où on a décidé de la liquidation, on va faire en sorte, effectivement, et on a 2 ans, faire en sorte de ne pas reconduire les baux, donc peut-être qu'on le fera un petit peu avant aussi, pour avoir des logements libres, nus, à la vente, et qu'on va proposer à des investisseurs, parce qu'on va les proposer en résidence principale, ce qui va valoriser d'autant mieux le prix de ces appartements. Thierry, vous avez été un modérateur déjà efficient, mais vous avez écouté, en tant que distributeur, j'imagine, aussi très attentivement ce que nous racontaient Estelle et Jean-François. Alors, comment cette offre s'inscrit-elle dans l'offre générale de SCPI d'AGS Patrimoine? Alors tout d'abord, je pense qu'il est important de rappeler qu'on est au millésime numéro 7 et donc ça s'inscrit déjà dans la durée. Donc ce qui est intéressant, c'est cette fameuse récurrence qui nous permet donc d'avoir une offre en permanence renouvelée, quand je dis en permanence, en tout cas tous les ans, et avec succès, puisque donc en effet elle se comporte plutôt bien et que nos distributeurs, puisque vous savez que AGS Patrimoine est une plateforme de distribution de solutions patrimoniales via notamment des conseillers en gestion de patrimoine indépendants, pardon, et bien nos distributeurs donc qui trouvent leur compte parce que en permanence ils ont une profondeur de champ et de marché et ils ont une offre toujours up-to-date si j'ose dire à proposer à leurs clients, donc ça c'est vraiment intéressant. Alors notre offre de SCPI est assez profonde puisque donc nous avons à la fois des SCPI de rendement, des SCPI de déficit foncier, donc avec nos amis d'Advenis ou d'autres, puisque donc on est toujours à l'écoute et aux aguets pour trouver les meilleures solutions à proposer, à formater et à structurer pour le compte de nos CGP qui eux-mêmes le proposent à leurs clients qui ont des besoins très divers et variés. Est-ce que pour vous, il y a un profil type tout de même de l'investisseur concerné par l'offre Renovalis numéro 7? L'investisseur, alors je ne sais pas s'il y a un profil type, je le pense pas vraiment. Néanmoins, il y a quand même quelques caractéristiques ou quelques éléments qui font qu'il y a un faisceau convergent d'intérêts. D'abord, je pense qu'il faut être amoureux de l'immobilier. Il ne faut pas oublier que l'enveloppe fiscale ne fait pas tout. Et je pense que ce serait une erreur, enfin je parle sous le contrôle de spécialistes, mais je pense que ce serait une erreur que de proposer donc, ce type de solution simplement sous l'angle fiscal. Évidemment, c'est un élément extrêmement important, mais il faut d'abord acheter un sous-jacent. Et ça me paraît fondamental. C'est un investissement. Exactement, un investissement, notamment de long terme, avec donc l'emplacement, si j'ai bien entendu parfois les bonnes leçons en matière d'immobilier. Donc ça c'est le fondement même. Et si on en est justement au numéro 7 de Renovalis, c'est parce qu'il y a cette qualité dans le choix des biens, et donc le suivi dans ces actifs immobiliers qui apporte donc tout l'intérêt en matière de régularité, en matière de performance globale, même si on n'emploie pas ce terme-là pour l'immobilier, bien évidemment. Donc est-ce qu'il y a un profil type? J'allais dire, c'est aux distributeurs de répondre à cette question. Forcément, il y a des opportunités qui leur sont proposées, présentées, ou qu'eux-mêmes vont présenter et anticiper peut-être les demandes des clients finaux. Donc les clients finaux qui cherchent principalement, évidemment, donc à optimiser la gestion de leur patrimoine, et ça passe par un catalyseur qui est extrêmement important, qui est la fiscalité. Or, en matière de catalyseur ou d'effet de levier fiscaux, il n'y en a plus 36 000 désormais. Donc celui-ci en fait partie. Il n'est pas exclusif, il n'est pas unique et ce n'est pas la solution à tout faire, bien évidemment, mais c'était une des solutions dans la panoplie fiscale qui est extrêmement importante. Est-ce qu'il y a un intérêt à proposer simultanément la SCPI Renovalis numéro 7 avec une SCPI de rendement? Alors,
je vais avoir une réponse de Normand, oui et non. Là aussi, c'est plus au CGPI de répondre à cette question. Dans certains cas, donc, on peut imaginer effectivement certaines situations patrimoniales dans lesquelles on va à la fois chercher du rendement. Donc la SCPI de rendement est tout à fait bien calibrée pour cela, mais il n'y a pas que cet instrument-là non plus. Mais là aussi, pour les amoureux de l'immobilier, c'est un instrument extrêmement important. Jean-François rappelait donc... tout l'enjeu et tout le débat qu'il va y avoir aujourd'hui et la sensibilisation autour de la retraite, nombre d'épargnants, nombre d'investisseurs utilisent les SCPI de rendement pour se fabriquer du revenu et ils ont bigrement raison au vu des rendements qui sont annoncés et qui sont observés ces dernières années. Et par ailleurs, on a des gens qui ont aussi beaucoup de revenus fonciers et qui veulent, comme Estelle l'a très bien démontré, gommer donc une partie de ces revenus fonciers et le CGP va orchestrer tout ça pour formater ça au mieux. Comment se déroule le process de souscription sur la plateforme AGS Patrimoine ? Rassurez-vous, ça se passe bien. On espère. Non, ça se passe plutôt pas mal, puisque là aussi, on est sur une certaine récurrence, donc on a une certaine habitude, une certaine expérience et une expertise associée à cela. Évidemment, on passe souvent par des process électroniques, donc il y a aussi, y compris pour une noveliste numéro 7, un processus de pré-saisie directement via le site. Cela étant, bon, nombre d'acteurs sont encore très attachés à cet acte solennel qui est de pouvoir sortir du papier, etc. Et on peut évidemment trouver tous les documents sur le site que l'on va télécharger. Voilà, sur le site AGS Patrimoine. Donc tous les distributeurs avec qui on travaille, qui sont habilités évidemment à proposer l'offre très large, tout le spectre proposé par AGS Patrimoine, donc sont habitués à aller sur notre site et ils trouvent à la fois toutes les documentations, les guides pour les aider ou les accompagner dans la souscription et également tous les tutoriels qui pourraient les accompagner également. Jusqu'à quand peut-on souscrire ? Alors jusqu'au 20 décembre, je me tourne vers le gérant de la société de gestion, donc le 20 décembre, pour pouvoir bénéficier donc des avantages fiscaux sur l'exercice fiscal 2019. On va peut-être passer à présent aux questions de nos internautes. Alors, j'en ai quelques-unes. Alors, je vais essayer de les remettre peut-être dans le contexte et dans la chronologie de ce qui a été dit. Tiens, une question peut-être pour Jean-François, qui nous narrait donc le bon comportement des anciennes SCPI. Donc, si les anciennes SCPI se comportent bien, pourquoi les rendements sont-ils aussi faibles ? Alors, pour une simple raison, c'est que ce n'est pas une SCPI de rendement, déjà, à la base. Ce n'est pas l'objectif premier de ces SCPI, puisque les SCPI de déficit foncier, comme leur nom l'indique, c'est de créer effectivement un report, ou en tout cas des travaux qui seront déductibles one shot et dès la première année. Donc le rendement, il ne faut pas le voir que facialement par rapport au revenu locatif, mais intégrer aussi la réduction d'impôt. Donc tout à l'heure on en parlait, c'est grosso modo 20% de réduction d'impôt. Quand on regarde ce qui se passe sur le marché aujourd'hui, quand on parle de FIP, de choses comme ça, on est très proche en fait en termes de réduction d'impôt sur des SCPI quand on n'a pas de revenu foncier positif sur quelqu'un qui a des impôts à payer et qui a une tranche marginale d'imposition assez forte. Donc voilà, maintenant, on est comme le marché, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trouver des biens, et je ferai toujours ce rapport-là, en fait, hein, c'est la conséquence. C'est que quand vous achetez quelque chose ou un immeuble qui va être à Lyon, intramuros, qui va être dans une grande métropole régionale, j'ai pas cité Lille, par exemple, sur lequel on est assez présent aussi comme ville. Si vous avez une belle adresse, une belle réhabilitation, forcément, votre rendement brut locatif va tourner autour de 2,5%. Aujourd'hui, sur Paris, on est un petit peu moins que ça. Donc quand vous enlevez les frais de gestion, quand vous enlevez effectivement les frais récurrents, les charges, les taxes foncières, etc., effectivement, on va avoir un rendement qui va retomber vers 1,5 net de toute charge et des impôts locaux. Donc oui, ce n'est pas des rendements très importants. Maintenant, quand on regarde les rémunérations à court terme de l'argent, quand on voit que les taux sont négatifs, finalement, non, je rigole, c'est pas très important et c'est pas l'objectif. Mais effectivement, si quelqu'un, et en tout cas un investisseur, veut chercher du rendement, il a des SCPI de rendement à sa disposition. Les SCPI de déficit foncier, elles sont plus là pour créer effectivement un déficit et ensuite, bien entendu, avoir un rendement locatif. Mais il n'est pas à la hauteur des immobiliers de bureau, des immobiliers de commerce, etc., qu'il y a dans le marché aujourd'hui. Oui, ça contribue à la constitution du patrimoine et à son optimisation au plan fiscal. Il y a peut-être justement une question pour Estelle. Où est-elle cette question ? Je l'ai vue, voilà. Est-ce que... non. Pardon. Voilà. Peut-on utiliser du déficit foncier Rénovalis numéro 7 pour gommer des revenus fonciers étrangers ? Alors, oui et non. Du revenu foncier étranger, alors là on attaque vraiment sur le plan de la fiscalité internationale. Donc il faut déjà se poser la question de savoir si l'investisseur est résident fiscal français
ou étranger. Là, je pense, positionne plutôt dans le cas d'un résident fiscal français qui a de l'immobilier à l'étranger. Voilà, donc il va être, en tant que résident fiscal français, assujetti à une déclaration en France de l'ensemble de ses revenus mondiaux, y compris les revenus fonciers. Donc oui, les revenus fonciers seront bien intégrés dans la 2044 et du déficit lié à la SCPI Renovalis 7 permettra bien de gommer ce revenu foncier. Donc oui, techniquement c'est possible et rien ne s'y oppose. Après, on a le système des conventions fiscales internationales qui détermine en fait la taxation finale en France ou à l'étranger de ce revenu foncier. Donc on va avoir des systèmes de crédit d'impôt éventuels qui vont s'appliquer en plus en France. Mais en tout cas, oui, techniquement, dans tous les cas, le résident fiscal français doit bien déclarer sur sa 2044 ses revenus provenant de l'étranger. Et donc un déficit foncier Renovalis 7 permettra bien de venir gommer ce revenu foncier. Après, il faut regarder plus dans le détail, selon le pays de provenance des revenus, comment on traite la double imposition au niveau des conventions fiscales. C'est quelque chose que vous connaissez bien avec la pratique d'Eurovalis sur le marché allemand et d'Elialis sur l'Europe du Sud. On a une autre question également. Est-ce qu'on peut créer du déficit foncier pour les années à venir? Vous y avez répondu, mais peut-être peut-on le rappeler? Oui, tout à fait. Donc le principe, c'est d'aller, il faut bien connaître, essayer d'évaluer le montant des revenus fonciers futurs. On peut aller jusqu'à 10 années de report. Donc, on va, en fonction des besoins du client, de ses capacités financières, calibrer l'investissement de la SCPI Renovalis 7 sur mesure, de manière à créer du déficit foncier. Donc, pour ça, on crée plus de charges en 2019 que de revenus fonciers. Je reviens juste sur ce point. Quand on parle de 10 ans de report, voilà, quand on sait l'instabilité de la fiscalité depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans, on a une loi ici qui date des années 70, si je ne dis pas de bêtises. C'est du droit commun. C'est du droit commun. Donc, et sur un report, aujourd'hui, on peut proposer à un client de faire une perte, entre guillemets, de déficit foncier et que ce report intervienne sur les 10 prochaines années. Donc on a une visibilité d'un point de vue patrimonial qui est énorme, en fait, et je pense qu'on ne s'en sert pas assez. Alors, puisque tu parles de visibilité, j'ai une question également qui me parvient ici. Quels sont les immeubles en cours d'étude? Tu nous as parlé des immeubles achetés, mais ce qu'on veut savoir, c'est quels sont les immeubles dans le pipe? Alors, on regarde clairement des opérations aujourd'hui sur Aix-en-Provence, puisqu'on avait déjà acquis un immeuble sur Aix-en-Provence, rue Migny, en plein centre de la ville. Je ne les ai pas cités tout à l'heure dans les villes avec un bel emplacement, mais celui-ci en est un. On a des opérations, effectivement, qu'on regardait aussi sur Strasbourg. On a Lille. Et puis, on regarde 2 autres opérations. Une à Toulon aussi, sur la partie haute de la ville, donc proche de la gare où il y a des immeubles haussmanniens. Et puis aussi sur Nîmes, avec un très bel emplacement proche de la gare. Donc voilà les villes sur lesquelles on se positionne, ou en tout cas sur lesquelles on pourrait effectivement se positionner, en sachant qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans le pipe, mais celles-ci sont un peu plus avancées. Et on a quelqu'un d'impatient qui dit: à quand la distribution des premiers revenus locatifs? Sur la SCPI Renovalis numéro 7, donc comme je le disais tout à l'heure, on a une année de collecte cette année en 2019, une autre en 2020. Et donc derrière, si on considère que les immeubles de 2020 vont générer grosso modo 12 à 24 mois de travaux, ça veut dire les premiers revenus, ça sera 2022-2023, pas avant. Et là, j'ai une autre question également qui me semble intéressante. Comment se positionne la SCPI Renovalis numéro 7 par rapport à la concurrence? Bon, bien, d'accord, mais pourquoi? Alors, la concurrence est très faible déjà, puisque de mémoire, on doit être 3 acteurs sur le marché. Donc c'est un micro-marché, le déficit foncier. Les spécificités de la SCPI Renovalis numéro 7, elle est plutôt sur la partie déductibilité sur une année. Je pense à un de nos confrères qui le fait sur 2 exercices. Nous, on le fait que sur un exercice, donc ça a le mérite effectivement de pouvoir traiter sur l'année 2019 les revenus fonciers ou les revenus globaux du client et de refaire une opération l'année prochaine pour traiter les revenus effectivement aussi de 2020. Sur Renovalis numéro 7, pourquoi pas. Donc là-dessus, on traite plutôt un exercice plutôt que de traiter 2 tout de suite. Voilà. Donc c'est la différence, on va dire. Est-ce que c'est bien, moins bien? Je ne sais pas, en fait, grosso modo. Mais en tout cas, c'est la spécificité de la SCPI Renovalis numéro 7, c'est que nous, on investit et l'intégralité du déficit se débloque sur l'année d'investissement, donc 2019 dans notre cas de figure. Si je peux me permettre, pour compléter la question, pourquoi aussi peu d'acteurs? Est-ce que c'est vraiment un métier à part, une expertise qu'il faut acquérir de longue date et on sait que Advenis REM l'a fait. Pourquoi?
Alors, il y a 2 raisons à ça. Oui, c'est un métier d'expert et de spécialiste, ça c'est sûr. La réhabilitation d'immobilier ancien, c'est complexe. Il suffit juste d'avoir fait des travaux chez soi pour se rendre compte de la difficulté de faire des travaux. Je pense que ça concerne à peu près tout le monde. Et du retard qu'on peut prendre quand on traite un dossier de réhabilitation un peu lourd ou de la construction. Donc, toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont fait une opération immobilière savent de quoi je parle. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est qu'on est sur un petit marché en termes de potentiel, entre guillemets, et aussi un petit marché en termes de cible. On parle de clients qui ont des TMI à 30, 41, 45, qui ont des revenus fonciers. Donc on parle de clients qui sont plutôt le haut de gamme, en fait, des portefeuilles des CGPI ou des distributeurs. Et donc ça ne concerne pas tous les clients. Un client qui aujourd'hui a une tranche marginale à 14% ou en dessous, il n'y a aucun intérêt à faire du déficit foncier. Donc il y a d'autres solutions pour ça. C'est ça. Donc clairement, on s'adresse à une typologie de clients qui est plus restreinte. Et ce qui veut dire que les grands acteurs de la place, dès que c'est un petit marché, ça les intéresse beaucoup moins. Donc ils préfèrent aller chercher aujourd'hui 500 millions ou 1 milliard de collectes pour certains acteurs plutôt que d'aller faire 20 millions de collectes sur du déficit foncier. Donc il y a les deux, c'est-à-dire qu'il y a un marché qui est plus restreint et des acteurs qui ne sont pas très intéressés parce qu'il n'y a pas assez de potentiel pour leur développement. En tout cas, nos distributeurs CGP, eux, restent intéressés. Il y a une autre question, enfin un groupe de questions que je vais rassembler. En effet, on me demande, on nous demande, est-ce que l'on peut financer les parts de la SCPI Renovalis numéro 7 et quel est l'intérêt? Y a-t-il des partenaires pour l'acquisition à crédit? Alors, je vais peut-être conserver la question, et vous pourrez la compléter. Donc, oui, bien sûr, on peut financer l'acquisition de parts de SCPI, et en effet, c'est plutôt intéressant, au vu notamment des niveaux de taux de crédit. Non, aujourd'hui, nous n'avons pas arrêté un partenaire privilégié avec qui nous mettrions en place cette opération, mais en revanche, on étudie évidemment tous les dossiers. Je crois de mémoire qu'on a à peu près un dossier sur 2 qui nous arrive avec une opération de crédit attenante. Estelle, peut-être pourriez-vous compléter? Oui, et puis les intérêts d'emprunt viennent également en déduction des revenus. Voilà. Après, j'ai une autre question sur le montant minimum de souscription, mais Jean-François l'a dit, donc c'est 2 parts minimum, laquelle part est de 5 000 €, donc on est à 10 000 €, ce qui fait un accès facile, j'allais dire, à cet actif tangible qu'est l'immobilier, parce que je rappelle qu'il faut rester un amoureux de l'immobilier. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour des questions qui nous étaient posées. Là, à peu près, ouais. On a un peu débordé, on est au-delà des 40 minutes. Jean-François, peut-être le mot de la fin, on vous le laisse. Merci. Voilà, non, nous, on est très, très fiers et très heureux de continuer à travailler sur le déficit foncier. Pourquoi? Parce que, comme le disait Thierry tout à l'heure, on est amoureux de la vieille pierre et quand on réhabilite des immobiliers anciens, quand on voit la qualité de la restauration, on a livré des opérations à Annecy, à Grenoble très récemment, sur un ancien cloître, sur un bâtiment qui est en plein centre de la ville. C'est des très beaux volumes, c'est des cheminées, c'est des parquets, marqueterie, voilà. Et c'est des appartements avec 4 mètres de hauteur sous plafond. Enfin, c'est des choses qui n'existent pas dans le neuf ou plus dans le neuf. Donc voilà, ça fait plaisir de redonner vie aussi à des opérations qui aujourd'hui étaient soit abandonnées, soit qui étaient en très mauvais état. Et donc à chaque fois qu'on réhabilite, à Caen par exemple, voilà, on a réhabilité un cloître l'année dernière, c'est absolument magnifique. Il y a des belles boiseries, il y a des belles huisseries. Enfin voilà, comme disait Thierry, moi je suis un amoureux de la vieille pierre. Donc je suis très heureux de pouvoir continuer à commercialiser la SCPI Renovalis numéro 7. Eh bien, ce sera une très belle conclusion. Jean-François, Estelle, Thierry, merci beaucoup. Merci. Merci.